Pas aussi nombreux. Et donc, dans cette séance de partage d'expérience, je vais vous présenter un petit topo sur l'expérience des groupes de méditation de pleine conscience qu'on fait pour les patients douloureux à la Pitié-Salpêtrière. Dans 10 minutes de survol, pour essayer de vous placer comment la méditation fait référence à des techniques plutôt associées à la religion, à la bouddhiste, aux musulmans. Ça veut dire une technique très ancienne. Elle est arrivée de nos jours à des consultations, à une prise en charge thérapeutique au sein des consultations de la douleur. Donc, cette première partie, c'est simplement le cadre dans lequel est apparue la pleine conscience. Après, je passerai la parole à Christian Miquel, qui travaille avec nous à la Pitié depuis 2 ans et qui s'intéresse à un programme qui est dérivé de la pleine conscience, qui est adressé que pour les malades douloureux chroniques. Donc, c'est un programme de 8 semaines orienté pour des malades qui sont souffrantes et qui a été créé en 2004 approximativement, mais Christian il va bien vous expliquer tout ça. Et depuis 1 an, nous sommes au 4e groupe à la Pitié et franchement, on est très satisfait des résultats que ça donne pour les malades et de l'adhésion de ces patients à ce type de prise en charge. Donc, Christian il va vous faire un énorme topo de la douleur dans l'histoire. Après, il va faire quelques petits extraits de méditation. Et à la fin, on va vous montrer un film les premiers groupes formels qu'on a fait, les témoignages des 3 des malades qui ont voulu témoigner. C'est très court, mais vous allez voir à la fin. Et on garde 15 minutes pour vos questions. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, notez-la. Et à la fin, on aura un échange de 15 minutes. Voilà, donc je voulais faire honneur à Kabat-Zinn. C'est un médecin qu'en 1994, il était bouddhiste de formation, mais il était médecin. Et il a commencé à mettre la pratique des méditations au sein d'un hôpital à New York. Et au départ, c'était assez anecdotique. Au fur et à mesure, ça a pris une ampleur très importante. Et finalement, il a développé une sorte de technique assez structurée, des groupes de 8 séances pour ces malades qui étaient à l'origine que des cancéreux. Et au fur et à mesure, ça s'est étendu à différentes pathologies. Il est toujours vivant, mais ça a beaucoup évolué parce que ça a été ensuite passé dans différentes techniques de thérapie cognitive comportementale. Finalement, on s'intéresse à un processus de régulation de l'attention. Le but, c'est que les malades, il arrête ses ruminations, qu'il arrête d'élaborer sur ses pensées et qu'il rentre dans un état de curiosité, d'ouverture, d'exploration, d'acceptation de l'instant présent et qu'il puisse vivre d'une façon subjective et de façon transitoire ce qu'il est en train de vivre dans les moments qu'il fait la méditation. En gros, ça c'est l'état de méditation, l'état de pleine conscience, ça fait référence à ça, mais Christian, il va vous développer un peu plus comment on arrive à ça. On va dire que la pleine conscience, depuis les années 90, il y a eu des tentatives à droite à gauche, mais finalement c'est vers les années 2000 qu'elle a été intégrée dans plusieurs thérapies cognitives comportementales. Et il y a eu une énorme quantité de programmes qui se sont développés. Je vais récupérer que 3. Celui de Kabat-Zinn qui est adressé pour les patients qui sont stressés. Après, il y a ces autres thérapies qui sont des thérapies cognitives comportementales plutôt dans les milieux psychiatriques pour l'anxiété et la dépression. Et là, au fur et à mesure, on évolue vers des prises en charge des pathologies beaucoup plus lourdes. Quand on fait référence à ces thérapies cognitives comportementales,
il y a ces interventions partagent certaines prémices. On va utiliser des stratégies cognitives, on va essayer d'aller vers la façon d'être au monde, la motivation du patient et la relation avec les émotions et le comportement. De là, il peut y avoir un changement comportemental et ce qui est intéressant, on s'intéresse au moment ici et maintenant et sur des situations actuelles. On ne va pas revenir sur la biographie, même si c'est dans la prise en charge de la douleur, vous savez bien qu'il y aurait eu des pas avant où on a fait allusion à toutes ces biographies complexes de ces malades, mais au moment qu'on les prend dans un groupe de méditation, on ne va pas revenir sur ça. On va simplement les aider à développer cet état de conscience à l'état présent et à la perception au moment qu'ils sont pour faire la méditation. Et je ferai allusion à de 1950 à 1960, on s'intéressait qu'à observer les comportements, à faire une prédiction et à essayer de modifier le comportement. Au fur et à mesure les choses, on peut dire que ça c'est la première vague des TCC. Après, on a fait les liens entre les cognitions dysfonctionnelles et les comportements inadaptés. On va dire que ça c'est la deuxième vague des TCC. Et là, la troisième vague, apparue à partir de 2004, c'est qu'il s'oriente plutôt avec d'essayer de composer avec les expériences internes problématiques du patient et comment se relationner avec ce problème en ayant un autre angle de vue et à long cours, ça permet une modification du comportement. Donc je dirais que la pleine conscience, elle va se placer là et elle va se baser sur la focalisation de l'attention, une attitude d'ouverture et curiosité, une acceptation de l'expérience et surtout, on n'est pas en train de juger qu'est-ce qui est en train de se passer. On a l'attitude en tant que pratiquant, une sorte d'observateur qui voit son cerveau comme il fonctionne. Il voit dérouler les pensées, il voit dérouler les sentiments, il voit dérouler les émotions, mais il ne juge pas, il les laisse passer. Et l'entraînement, c'est un peu dirigé vers ça, c'est que les patients ils puissent voir défiler toutes les mentales qu'il est en train de dérouler, mais qu'il ne s'arrête pas là. Simplement, il continue à être focalisé sur ces différentes perceptions. On arrive comme ça à des élargissements des répertoires comportementaux, à l'augmentation de la flexibilité mentale, et les patients ils développent de nouvelles compétences, ils arrivent à faire d'une façon différente à faire face à la situation actuelle. On s'appuie beaucoup sur la respiration. Souvent, c'est le point qu'on peut dire d'ancrage. Quand le malade il est perturbé à cause d'une pensée, d'une sensation douloureuse, on essaie de créer les mécanismes, quand il arrive ce type de pensée, qu'il puisse recentrer sur sa respiration. Et quelque chose qu'on répète tout le temps au cours de la formation, c'est voyez les pensées comme si c'était les propres du cerveau. Le cerveau, il est fait pour faire des pensées. Mais vous êtes en position de simplement les regarder, les laisser passer. Et vous n'allez pas prendre vos pensées par la réalité, vous les laissez passer. Elles vont défiler, elles passent dans les moments et vous n'êtes pas bloqué ni à faire des ruminations et vous ne considérez pas vos pensées comme la réalité. Finalement, on se rend compte que les malades, à travers de ces différentes attitudes, ils vont trouver des développements et des positionnements qui vont arriver à développer les aspirations profondes de l'individu. L'autre but qu'on observe, c'est que les patients ils développent une certaine flexibilité psychologique, où ils sont d'abord figés sur des comportements « j'ai mal, je ne me sortirai pas ». Ils arrivent à trouver d'autres points de vue, d'autres angles, et arriver à se positionner autre que d'être souffrant. Ça, c'est quelque chose qu'on voit, et les malades, ils témoignent tout au long de la formation de l'intérêt de cette pratique qui les amène à ce type de comportement.
L'autre chose que, à première vue, choque un peu, c'est que ce type de thérapie faut intégrer l'acceptation. Il faut accepter la situation actuelle. Vous pratiquant dans des unités de douleur, une des choses qu'on perçoit souvent, c'est la difficulté qu'a les malades à accepter la situation. Ils passent son temps à lutter contre cette douleur et à ne pas la voir. C'est pas possible, il faut qu'elle disparaisse. Donc il met toute sa concentration mentale et toute son énergie à essayer de lutter contre une situation qui est là. Donc, dans la pleine conscience, on les incite à accepter qu'elle est là, à se décentrer de cette sensation désagréable contre laquelle ils luttent, et plutôt d'expérimenter et d'ouvrir vers autre type de perceptions et de comportements. Bon, je ne vais pas citer parce qu'actuellement il y a une énorme quantité de publications concernant la pleine conscience et la douleur chronique. Évidemment, la qualité de ces publications sont variables. Il y a très peu de groupes qui sont avec des groupes contrôle, avec des schémas de recherche qui sont valides. Mais quand même, il y a pas mal de publications que Christian va vous appeler, qui démontrent que la pleine conscience est efficace dans certaines conditions de stress, de dépression et nettement de la douleur chronique. Qu'est-ce qu'on fait? On va dire que le patient va développer une sorte de conscience métacognitive. Il va décentrer ses pensées, ses émotions, et il va réaliser que tous ces événements mentaux sont transitoires, et on va les amener à se désidentifier, de croire qu'il s'agit d'un reflet exact de la réalité. On fait une diminution des pensées répétitives. On fait accepter l'expérience, on améliore la gestion des soi, on modifie le fonctionnement de la mémoire et en plus, on a une réponse de relaxation, une diminution de la consommation d'oxygène, de la tension artérielle, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire et niveau de cortisol. Donc, je pense que la pleine conscience a une place dans l'arsenal thérapeutique de la prise en charge des patients douloureux chroniques. Il s'agit d'une pratique en groupe qui se déroule sur 8 semaines en séance hebdomadaire de 2h30, et elles sont dirigées par un instructeur qui est certifié, qui a eu une formation. Et donc là, je passe la parole à Christian Miquel, qui est de formation philosophe, et depuis 10 ans, il fait des groupes de méditation de pleine conscience. Actuellement, il collabore avec nous à la Pitié dans la consultation de la douleur. Voilà, je vous laisse avec Christian. Merci. Bien, bonjour. Donc, Rimena, merci. Et puis, elle m'a présenté, effectivement, c'est grâce à Rimena qu'on a pu faire de manière expérimentale depuis 1 an et demi les groupes MBPM, qui sont un nouveau protocole dont je vais vous parler, sur la douleur et à la Pitié-Salpêtrière. Donc, je vais commencer, pour vous dire ce que j'ai prévu, je vais commencer d'abord par un retour sur le discours, justement, des patients pendant ces groupes qui sont vraiment très intéressants. Et puis je les mettrai en rapport, vu que j'ai une formation philosophique, avec des modèles cognitifs qui viennent de notre passé, de toutes les grandes écoles de sagesse et puis d'attitude face à la douleur. Et après, je vous présenterai plus spécifiquement la pleine conscience de Kabat-Zinn et le programme MBPM, avec des petites interventions des patients pour voir ce qu'ils en disent. Alors, je vais envoyer, j'espère que ça va marcher. Voilà, les modèles et les attitudes face à la douleur. Donc, je vais commencer par la perception des patients, parce que ça m'a vraiment intéressé de voir comment ils réagissent et surtout, qu'est-ce qu'ils disent sur leur manière de vivre la douleur. Alors, en petit aparté, j'ai écrit un article qui paraîtra dans la revue Douleur prochainement et qui reprend tout ce que je vous montre, si vous voulez ne pas prendre de notes ou en prendre si vous souhaitez.
Voilà, donc perception par les patients du discours sur la douleur. Il y a trois types de, si je devais résumer, il y a trois types de discours qu'on entend dans ces groupes. Le premier, très souvent, c'est un discours où on est tenté par la fuite et par le déni. Hein. Et souvent, d'ailleurs, les patients nous disent que c'est le discours qui leur est envoyé ou reflété par les médecins la plupart du temps, ou les gens qui les conseillent sur la douleur, ou même par des amis. Évitez d'y penser. Ayez des projets, ayez une vie sociale professionnelle, ayez une vie riche. Ça, c'est vraiment le premier conseil qu'on est tenté de donner à des patients douloureux. La justification, elle existe, hein, c'est de défocaliser de la douleur et de se concentrer sur autre chose, bien entendu, en dessous. C'est une invitation active à chercher une solution en dehors du domaine médical, dans son entourage, dans des activités. Donc on comprend très bien qu'il y ait cette injonction qu'on donne aux patients qui ont des douleurs. Le problème, c'est que les patients peuvent le vivre assez mal. Et ça, on a vraiment des témoignages dans les groupes sans arrêt. C'est-à-dire, c'est la tentation du déni. Alors, bien entendu, ça détend. Je vais faire comme si j'avais pas mal. Mais manque de chance, j'ai mal. Donc, j'en arrive à une impossibilité. C'est pas crédible ce qu'on me dit. Si on est obligé d'arrêter son travail, j'ai des patients, je me souviens, Rimena aussi, qui nous disent, bah oui, les médecins, ils nous disent ça, mais moi, concrètement, ils me disent, ayez une vie sociale, ayez une vie avec plein de projets, je suis en arrêt maladie, je ne peux plus rien faire, et mes amis, je les perds les uns après les autres, parce qu'ils en peuvent plus de voir que je ne suis pas en écoute et tout. Donc c'est vraiment une impossibilité, et ça va renforcer leur sentiment d'isolement, avec la culpabilité en plus qui vient. Je suis coupable de ne pas pouvoir faire autre chose, de ne pas pouvoir être utile, de ne pas pouvoir avoir des amis. Et tout ça, ça peut amener au découragement dépressif. J'aimerais bien, il faudrait que je fasse ça, mais je ne peux pas. Je suis nul. Ça, c'est vraiment des témoignages tels quels qu'on a dans les groupes. Donc ça, c'est le premier modèle. Le modèle de fuite et de déni, mais qui peut amener à vraiment une culpabilisation parce qu'on n'y arrive pas. Deuxième modèle, souvent dominant, c'est la résignation. Ben, si je ne peux pas, j'ai plus qu'à me résigner. Discours dominant souvent entendu, il faut vous y habituer, il faut accepter vos douleurs et vivre avec. Ça c'est le leitmotiv qu'ils entendent et qui leur devient insupportable très souvent. Vous allez voir pourquoi. La justification, elle existe, la justification, bien entendu, ils ont des douleurs chroniques, elles durent avec le temps et ils ont un diagnostic souvent peu évolutif. Donc, on essaye d'inviter les patients à prendre sur eux sans se plaindre. Le vécu du patient, c'est qu'on le condamne à une fatalité. Je suis condamné sans espoir de rémission, de solution ou d'évolution positive. On me dit que j'en ai pour toute ma vie. Et ça, c'est dramatique à entendre, hein, si on se met dans leur vécu. Et du coup, ça va générer une impression d'injustice. Je suis obligé de me résigner. Et pourquoi moi et pas les autres? Ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui revient tout le temps. C'est renforcé en plus quand on n'est pas responsable de son état. Je pense à des patients qui ont eu des accidents graves. Mais j'y suis pour rien. Et en plus de ça, il faudrait que j'accepte tout ça. D'où une position soit de victimisation, je suis victime, soit très souvent de colère et de révolte. Je refuse. Je suis en colère parce qu'on ne me trouve pas de solution alors que je ne veux pas. On essaye de me dire qu'il faut accepter, mais je ne peux pas. Et donc, comment je peux m'en sortir? Ça, c'est la deuxième position, le modèle de résignation. Troisième modèle, le modèle de combat héroïque. C'est-à-dire que le troisième type de discours dominant, souvent entendu, vous pouvez maîtriser votre douleur, vous pouvez apprendre à la contrôler, à la dépasser avec de la volonté, avec des techniques, avec des médicaments. Il faut se battre, être plus fort, mobiliser toute votre énergie contre la douleur. Il y a une justification médicale, bien entendu, c'est d'inciter à une posture active qui sorte de la posture de victime. Mais là aussi, c'est une invitation, et en positif, c'est une invitation à se rendre responsable de son état, à être actif par rapport à sa douleur. Là encore, les biais et les effets pervers qui peuvent exister avec ce troisième modèle, chez le patient, c'est quand il sent que c'est hors de portée. Hors de portée, notamment quand il a des crises graves ou des crises aiguës de douleur. Je ne peux pas, je ne suis que douleur. Ça, c'est vraiment une phrase typique des patients. Je ne suis que douleur. La douleur me remplit complètement. Du coup, ça va générer chez eux des impressions de culpabilisation et de honte. C'est de ma faute si j'y arrive pas. J'ai le sentiment d'être coupable, incapable, trop sensible, trop faible, condamnable. Et un sentiment d'échec et de dévalorisation de soi qui enferme dans le mutisme sans pouvoir parler aux autres.
Alors je ne dis pas que ces 3 modèles ne sont pas bons, bien entendu. C'est bien de dire aux gens qu'ils ont la possibilité d'essayer de faire autre chose, qu'il faudrait accepter, en dehors du mot accepter, que vous verrez que moi j'ai appris à chasser de mon langage quand je parle avec les patients des douleurs chroniques, parce que ça leur devient insupportable. Ou alors qu'ils peuvent essayer de faire avec et mobiliser leur énergie. Bien sûr, c'est 3 possibilités. Ce que j'essaye de faire comprendre, c'est qu'en écoutant les patients, on s'aperçoit que ces 3 modèles classiques, eh bien, ils peuvent très vite culpabiliser quand on n'y arrive pas. Et c'est peut-être là qu'il y a un 4e modèle que je vous présenterai, qui est possible. Voilà, ça c'est pour faire un point sur un retour d'expérience des patients. Après, étant donné que je suis philosophe de formation, j'aime bien chercher un petit peu à la Michel Foucault les modèles sous-jacents à ces 3 discours dominants. Et personnellement, je les ai trouvés dans 3 grandes tendances que je vais vous présenter. Et à mon avis, ce sont ces tendances et ces modèles cognitifs et philosophiques qui sont sous-jacents à tout ce que je viens de vous dire, qui nous est répété par les patients et transmis par le corps médical et par tous ceux qui donnent des conseils, bien entendu. Ben, le premier modèle, bien entendu, qui est sous-jacent à éviter ou fuir la douleur, c'est le modèle de l'épicurisme du plaisir. Le but de la vie, c'est le bonheur de l'âme, c'est indissociable d'un bien-être du corps. Si le corps souffre, l'âme aussi peut être affectée par la douleur. Et donc il faut apprendre à maîtriser le corps et ses affections en dirigeant bien son âme. Ça, c'est le discours d'Épicure. Et c'est tout cet épicurisme qui se trouve, bien entendu, sous le premier modèle dont je vous ai parlé. Le bonheur, chez Épicure, c'est une absence de trouble, une absence de douleur et de souffrance. Il se définit par la négative. Le ne pas souffrir, ne pas avoir de douleur. Et c'est le plaisir, à l'inverse, qu'on peut chercher à développer. L'épicurisme, c'est la recherche positive et optimiste des plaisirs qui permettent de ne pas penser à ces douleurs. Chacun devant trouver sa recette parmi toutes les possibilités et tous ses projets. Donc on voit bien le lien avec apprenez à, sous le discours, chercher à avoir une vie active, des plaisirs, etc. On retrouve tout ce modèle épicurien. Apprenez à trouver les bons plaisirs qui vont vous faire du bien. Donc il existe bien entendu un aspect positif et précurseur dans cette définition épicurienne. C'est d'être conscient de la valeur différente des plaisirs et de savoir choisir ses plaisirs. Donc juste pour vous dire qu'est-ce qui dans Épicure est déjà annonciateur de la pleine conscience, Épicure vous dit qu'il faut savoir distinguer les douleurs utiles des douleurs inutiles. Un effort sportif, ça donne une douleur, ça fait du bien. Prendre un remède qui est amer, ça fait du bien. Ce sont des exemples d'Épicure. Privilégier les plaisirs naturels et nécessaires qui vont faire du bien à mon corps, c'est aussi toute une discipline sur soi. Écouter son corps, ses besoins naturels et sobres, être bien entouré, avec une pratique de modération des plaisirs, c'est aussi ce que conseille Épicure. Et là, donc, on retrouve dans l'épicurisme des conseils de vie qui vont être assez proches de ce qu'on retrouve en pleine conscience. Voilà, donc ça c'est pour vous présenter le premier modèle sous-jacent à chercher des plaisirs, chercher des choses positives à faire, mais on peut retrouver en dessous, bien entendu, d'autres aspects qui iront vers la fameuse pleine conscience. Deuxième modèle historique, c'est joli comme lapsus. Deuxième modèle historique, c'est apprendre, faire avec la fameuse acceptation. Quand j'ai cherché les modèles sous-jacents, pour moi, le modèle sous-jacent, c'est vraiment ce qu'on a appelé la résignation et le dolorisme chrétien, avec le rêve d'une résignation finale qui soit derrière. Ça commence avec Descartes. Descartes, c'est « la douleur est un signe ». Il faut savoir écouter la douleur parce que c'est un signe que m'envoie le corps. Ça sera repris par son disciple Malebranche. La douleur, c'est lui qui l'a définie comme une sentinelle attentive et fidèle. C'est une sentinelle qu'il faut savoir écouter. D'où la fameuse attitude de la médecine à partir du XVIIIe siècle qui consiste à recenser les signes de la douleur. J'ai fait une petite recherche sur la médecine au XVIIIe siècle. La première chose, c'est recensons tous les signes. Les cris, les agitations, les visages et les membres serrés, la fièvre, les symptômes corporels. On va apprendre à caractériser la douleur, son lieu, son intensité, sa durée, sa qualité. Est-ce qu'elle est piquante, pesante, pulsante, tranchante, mordante, sourde. Tout ça, c'est une terminologie qui vient du XVIIIe siècle pour qualifier la douleur. Et on va apprendre à l'atténuer avec des plantes ou des médicaments.
Par contre, dès le XVIIIe siècle, on s'aperçoit que cette fameuse douleur, comme signe, elle a ses limites. Ce n'est pas un signe universel. Elle n'est pas partageable. Elle est plus ou moins forte que le mal. Voire, elle peut être intolérable et elle peut ne pas avoir de sens, la douleur. Ça va être toute la limite, bien entendu, à ce discours sur la douleur comme signe. Hein. Et c'était Jean Bayle, un médecin en 1702, qui vous disait « À quoi servent les douleurs de l'enfantement ou celles qui font mourir tant de gens ?» La douleur n'est pas un signe simplement univoque où ce serait tellement simple de savoir qu'est-ce qu'il faut faire à partir d'elle. Et la médecine va se construire sur cette reconnaissance que ça ne suffit pas. Alors pourquoi est-ce qu'on en arrive à se dire la douleur c'est un signe qui renvoie à une vérité? C'est parce qu'on sursignifie la douleur en Occident. Et on la sursignifie parce qu'il y a tout le modèle issu d'un certain christianisme de la passion et de la rédemption. C'est-à-dire que la douleur, quelque part, elle va renvoyer à une culpabilité. Je suis coupable quelque part si j'ai mal. Hein. Et ça renvoie à quoi? Ça renvoie à la faute originelle, bien entendu, et à la passion du Christ qui souffre pour tout le monde et qui, grâce à sa souffrance, va pouvoir amener le salut. Donc, si on accepte la douleur, ça va amener au salut. Si le Christ nous rachète, la souffrance nous grandit et fait participer à sa rédemption. Et on a transféré ce modèle religieux, pour moi, sur un modèle médical. Et c'est ce qui explique qu'encore aujourd'hui, on ait des réticences, parfois, dans le corps médical, à soulager la douleur. Elle est utile, elle est supportable. Et si vous acceptez votre douleur, vous allez travailler à votre propre rédemption. Vous allez grandir, vous allez être plus fort. Et on a du coup des réticences à donner parfois des médicaments. Je dis bien parfois, bien entendu. Hein. Voilà. Et c'est une intériorisation par les patients. Tout ce modèle de la résignation à la douleur qui doit devenir une source de rédemption, qui vient d'une certaine compréhension du christianisme, pas de son essence, mais de ce que ça a été historiquement, ça a été intériorisé par des patients qui la mettaient en scène. Il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, on montrait sa grande âme en convoquant les gens quand on avait des grandes douleurs pour qu'ils assistent à vos douleurs, à vos cris, à vos gémissements, pour montrer qu'on était quelqu'un de fort et on devenait un modèle. C'est pour ça que la douleur n'est pas qu'un fait physiologique, c'est un fait social, c'est un fait culturel, autant que physiologique que physique. On en reverra des exemples. Je passe là-dessus. Hein. Ce sont juste des citations pour montrer ce qu'on a appelé dans l'histoire des idées le dolorisme chrétien à ce niveau-là, la douleur comme fatalité à subir héroïquement sur le modèle du Christ, parce que c'est ça qui se cache derrière, bien entendu. Ambroise Paré, des opérations vitales ne peuvent pas être accomplies sans une extrême douleur. On voit bien là cette influence, cette prégnance. Voilà, ça c'était pour le deuxième modèle de la résignation. Le troisième modèle, qui est le modèle d'être fort, de lutter contre la douleur et tout, ça va être, bien entendu, si on cherche le référent historique, c'est le stoïcisme. La sagesse consiste à se soumettre aux lois de la nature avec fatalité et dignité, en se servant de sa raison pour dépasser les épreuves et les douleurs, et en restant indifférent à ce qui m'arrive de difficile à vivre. Alors bien entendu, ce stoïcisme, comme pour l'épicurisme, j'ai essayé de vous montrer que l'épicurisme, ce n'est pas simplement chercher votre plaisir le plus simple. Mais le stoïcisme, il a cet aspect qui est positif, qui est précurseur, puisque les stoïciens, c'est eux qui vont dire qu'il faut être pleinement présent dans l'instant présent. Il faut accepter la tension de la douleur sur laquelle on se ressente, mais en restant à distance. C'est exactement ce qu'on fait en pleine conscience. Et ça, on le trouve déjà chez les stoïciens. En se recentrant, distancié, on empêche ou on bloque les souffrances mentales secondaires générées par le cerveau gauche. Ça, alors bien entendu, les stoïciens ne parlent pas du cerveau gauche, mais c'est un mécanisme que les stoïciens conseillaient déjà. Par contre, bien entendu, les stoïciens, il y a eu des dérives comme avec toute tendance, témoignant d'un culte héroïque de la douleur. Certains stoïciens, pour montrer qu'ils sont capables de supporter la douleur et que ce sont des vrais sages, ils en arrivaient à se broyer leurs genoux dans un étau ou à se faire écarteler, pour montrer qu'ils étaient capables de se raisonner, de se mettre à distance de leur douleur, en étant au-dessus d'elle, et donc au-dessus des hommes communs, bien sûr. Voilà. Donc, à chaque fois, mon idée sur les trois modèles, c'est de voir que derrière la fuite, la résignation ou la lutte héroïque, il y a des modèles historiques sous-jacents. Ça ne vient pas de rien, les injonctions qu'on reçoit ou les modèles qu'on transmet, ils viennent de toute cette culture. Épicurisme, stoïcisme, dolorisme chrétien.
Il y a heureusement, pour moi en tout cas, je trouve, une quatrième tendance sous-jacente qui existe elle aussi depuis, moi j'en fais remonter l'origine à Montaigne. Montaigne, c'était un grand douloureux, bien entendu. Il souffrait de gravelle, il était obligé de faire du cheval pour arrêter d'avoir mal, etc. D'où ces fameuses promenades à cheval. Et il abandonne. Et au début, il est tenté par le stoïcisme. Il va abandonner très vite le stoïcisme pour vivre en humaniste lucide de sa conviction. Il va décrire son mal avec humour. Pour vous donner des exemples, expulsion de pierre de la taille d'une petite pomme, de la forme de sa verge. Donc ça lui permet en même temps de prendre une distance, d'écrire comme ça sa douleur. Il invite pour la première fois à se confronter à sa douleur, voire à la laisser s'exprimer plutôt que lutter contre ou se résigner. Si on sait garder sa lucidité, je vous dis qu'à la place de lucidité on peut mettre pleine conscience, on peut acquiescer activement à sa propre passivité, quitte à laisser la douleur s'exprimer violemment. Donc une citation de Montaigne, « Qu'importe que nous nous tordions les bras, que nous crions, pourvu que nous ne tordions pas nos pensées. Si le corps se soulage en se plaignant, qu'il le fasse. Si l'agitation lui plaît, qu'il se tourne aux boules, du moment que l'âme est capable de commerce, d'entretien, jusqu'à une certaine mesure avec elle. » Donc il allait même jusqu'à dire que, comme dans certaines sociétés africaines ou autres, si vous avez mal, n'hésitez pas à crier. Du moment que vous restez en pleine conscience. Que ça vous permet de garder une distance par rapport à la douleur et à ne pas être recouvert par elle. Voilà. Je saute rapidement de manière cavalière, puisque Montaigne faisait du cheval, à Baudelaire. Baudelaire, bien entendu, vous connaissez, j'imagine tous. « Sois sage, ô ma douleur, tiens-toi plus tranquille, donne-moi la main, viens par ici. » Dans l'un de ses poèmes les plus célèbres, Baudelaire qui était terrassé par la douleur aussi, qui ne soignait que par l'opium. Canguilhem, qui va inviter au XXe siècle à restaurer la capacité du souffrant de faire face à sa vie à partir de ses valeurs, de son expérience, de sa subjectivité. C'est une très belle phrase pour moi de Canguilhem. L'homme fait sa douleur comme il fait une maladie, comme il fait son deuil, bien plutôt qu'il ne la reçoit et qu'il ne la subit. Ça, c'est vraiment l'invitation active qu'on va retrouver en pleine conscience, à être acteur de sa douleur, à l'intégrer dans sa vie, en dehors des trois modèles qu'on a vus. D'où des nouvelles voies pour sortir de l'hypnose négative de la douleur qui nous dépossède de soi, c'est une citation de David Le Breton, pour qu'on ne soit plus une victime passive, mais qu'on devienne un acteur qui va dialoguer, composer avec elle. Voilà, donc on sent bien qu'en dehors des trois modèles, il y a depuis Montaigne, Baudelaire, Canguilhem, etc., un autre regard possible sur la douleur. Ça ne vient pas de nulle part non plus, tout ça. Même si ça vient des TCC comme Rimena l'a bien dit. Donc deuxième partie, l'impact de la méditation et de la pleine conscience sur le corps. Et puis après, je vous parlerai du dérivé de la MBPL. Donc c'est pas évident de se dire qu'on va apprendre à intégrer la douleur. C'est pas évident de regarder la douleur pour l'intégrer dans sa vie. Au début, dans les premiers cours, les patients, quand première méditation, on leur dit recentrez-vous sur votre souffle, et puis après, juste sur l'endroit où vous avez mal. Je vous garantis que c'est pas facile au début. Ils veulent pas. Pourquoi j'irai regarder ma douleur? Et puis à la 4e séance, ils vous disent heureusement qu'on a fait ça, parce que quand on leur dit après chercher des plaisirs, regarder des choses agréables, ils en sont capables, parce qu'ils ont été capables d'intégrer la douleur en eux. Voilà. C'est un regard, et pourtant c'est pas facile, mais c'est tellement naturel. Si on a mal, autant regarder ce qui se passe avec calme. Mais c'est pas facile, c'est presque contre-intuitif. On a envie de fuir la douleur, bien entendu. Voilà. C'est une pratique qui fait appel à la pleine conscience, cette capacité de chacun à porter son attention sur le moment présent, instant par instant, de façon intentionnelle, sans jugement. Ça, c'est la définition classique de Kabat-Zinn. Si on ne part pas dans l'angoisse, alors pourquoi être dans l'instant présent? Si je ne pars pas dans l'angoisse du futur, si je ne reviens pas dans les regrets du passé, je peux laisser passer toutes les pensées qui se rajoutent à la douleur. Et on acquiert un recul qui permet d'observer avec bienveillance cet aspect difficile de ma vie aujourd'hui, cette douleur. Sans croire mon esprit qui en rajoute toujours. Juste en me recentrant sur comment je suis ici et maintenant, dans le moment présent. Du coup, on a une conscience, une connaissance confiante envers soi. Juste là, ici, maintenant, je peux accepter, je peux faire, je peux intégrer. On verra dans une heure, mais là, juste là, comme je suis, ok, ça peut être ok.
Et on développe une relation différente avec ce qui arrive, avec plus de sérénité. On se connaît mieux, on s'ouvre aux autres, on réapprend à vivre, à gérer ses émotions. Bien entendu, cette définition de la pleine conscience, c'est un nouveau mode d'être par rapport à la vie et par rapport à ces douleurs qu'on va essayer de transmettre et d'apprendre aux gens. Et ce mode d'être, il va se développer avec des exercices de l'attention. On va apprendre aux gens à travailler avec leur attention au lieu d'être happés par leur flux mental, par les pensées qu'ils vont en rajouter, etc. Vous voyez à peu près comme premier éclairage, pardon, pour les bruits. Si vous comprenez intellectuellement, je vais vous proposer de passer à une pratique de 5 minutes, parce que c'est beaucoup plus clair quand on pratique. Et tous ces exercices, alors ils viennent effectivement, comme disait Rimena, de la méditation essentiellement bouddhiste, puisque le Satipatthana Sutra du Bouddha vous invite à vous recentrer sur la respiration en premier, mais ils ont été totalement laïcisés. Moi-même, si je pratique la méditation de pleine conscience, c'est parce que je tiens rigoureusement et farouchement à cet aspect laïque qui permet de parler à tout le monde, quelle que soit sa religion ou son absence de religion, ou ses croyances ou autres. C'est vraiment apprendre une manière qui a toujours existé, je n'ai pas le temps de vous en parler là, mais ça existait chez les Grecs, ça existait chez les Romains, c'est la manière de se recentrer sur soi dans le moment présent. Carpe diem, disaient les latins. Cultive, cueille le moment présent, il ne faut pas chercher plus loin. Ça a toujours existé. Simplement, on le retrouve de nos jours sous cette forme. Donc, je vais vous inviter à faire 5-10 minutes maximum de petite méditation. Pour la méditation, je vous invite à poser les stylos, vous installer le plus confortablement possible. Donc, pour méditer, on essaye d'être... Si vous pouvez être un petit peu en avant sur votre chaise, c'est encore mieux, de façon à sentir l'axe vertical de votre colonne vertébrale. Si vous avez besoin d'un appui, vous le faites. Vous vérifiez que vos 2 pieds sont bien posés sur le sol. Votre position sur le sol, c'est l'ancrage dans le sol. Oui, excusez-moi. Donc vous vérifiez bien que vos pieds sont bien posés sur le sol, de façon à sentir votre ancrage dans le sol. Vous cherchez à avoir la colonne vertébrale le plus possible droite, le cou, la tête dans le prolongement. Et après, vu qu'on est dans une salle où il y a beaucoup de monde, je vous inviterai à fermer les yeux, ou alors vous laissez le regard descendre le long de l'arête du nez pour se poser juste devant vous, de manière floue, sans rien fixer. Prenez coup de cymbale, je vais vous inviter à oublier tout ce qui précède cet instant, le fait qu'on est dans cette salle, que vous êtes venu avec des motivations, des pensées, ou même ce que vous avez entendu. Pour vous recentrer au 2e coup de cymbale, juste sur le moment présent. Le moment présent, c'est ici et maintenant. Sur ce fauteuil, sur cette chaise, dans cette salle, à cet endroit, dans le groupe, attentif aux sensations de contact de vos pieds avec le sol, sensation de contact du fessier avec la chaise, sentant la colonne vertébrale qui se redresse naturellement droite, comme la tige d'une plante ou d'une fleur, dont votre tête serait la corolle. Et en sentant comment cette colonne vertébrale se redresse, comme la tige d'une plante, d'une fleur, avec sa courbure naturelle vers le ciel. Que vous pouvez pousser du haut du crâne. Lorsque vous êtes ainsi recentré, dans une posture aussi stable et confortable que possible, vous pouvez bien entendu bouger si à un moment donné vous avez des inconforts. Simplement, vous le faites en pleine conscience, plutôt que de manière automatique. Maintenant que vous êtes installé dans votre posture, on va en profiter pour faire ce qu'on appelle un point de météo intérieur. Qu'est-ce qui se passe en moi, juste ici, maintenant? Quelles sont les sensations physiques qui passent à travers mon corps? Qu'est-ce que je ressens dans le corps?
quel endroit? Agréable, désagréable ou neutre? Quel est mon état émotionnel, affectif? En cherchant un mot ou deux pour le cerner, ça peut être curiosité, impatience, léthargie ou autre. Quelles sont les pensées qui passent? En notant intérieurement si ce sont des pensées qui vous amènent plutôt dans le futur après l'exercice, si elles vous ramènent dans le passé, avant. Ça peut être aussi des pensées qui jugent, qui comparent, qui évaluent ce qu'on est en train de faire. Dans ce cas-là, vous pouvez dire intérieurement futur, passé, jugement, et décider de revenir simplement dans votre corps, dans les sensations corporelles que vous avez, là où il y a toutes les chances qu'il n'y ait pas de pensée. Et après avoir fait ce point de météo intérieur, je vais vous inviter juste à vous recentrer maintenant sur votre souffle. Être attentif aux sensations dans le corps lorsque vous inspirez et aux sensations dans le corps lorsque vous expirez. À quel endroit vous ressentez la sensation du souffle, de votre respiration? Ça peut être pour certains le ventre, sentant le ventre qui se gonfle, se dégonfle. Pour d'autres, ça peut être la cage thoracique, les poumons, la poitrine, l'impression que les poumons se remplissent d'air à l'inspiration, se vident à l'expiration. Pour d'autres, ça peut être une respiration haute par le nez ou par la bouche. Pour localiser l'endroit d'où vous respirez, vous pouvez inspirer un grand coup à ma suite. Vous voyez où se déploie actuellement votre souffle, ventre, poumon, nez, et vous installez votre attention délicatement à cet endroit. Juste attentif à chaque inspiration, chaque expiration. En laissant votre souffle se déployer naturellement, surtout sans chercher à le contrôler, à le rendre long, régulier, quoi que ce soit, en lâchant prise sur toute volonté de contrôle de votre souffle. Il sait très bien respirer tout seul, il fait ça tout le temps. Vous pouvez lui faire confiance, lâcher prise. Et décider d'accompagner avec une curiosité bienveillante chaque inspiration, plus courte, plus longue que la précédente, que la suivante. Chaque expiration tout aussi unique, jamais la même. Et par moments, notamment quand je me tais, votre pensée va partir ailleurs. C'est tout à fait naturel. Simplement, quand on s'aperçoit qu'on est parti ailleurs, on se félicite de s'en apercevoir. Et avec douceur, bienveillance, on revient à son souffle. On se laisse bercer par ces vagues du souffle. Et à nouveau, vous allez partir ailleurs, c'est tout à fait naturel. Vous vous félicitez de vous en apercevoir et vous revenez à votre souffle. Encore et encore. C'est juste ça, la méditation. Revenir ici, maintenant, à chaque instant, grâce au souffle. Vous pouvez pour finir reprendre conscience de l'ensemble de votre corps comme un tout. L'ensemble du corps comme un tout, inspirant, expirant à chaque instant. Relié au reste du monde par les 5 sens, par lesquels vous avez des tas d'informations qui arrivent à chaque instant. Juste conscient, présent de tout cela, sans se faire emporter à leur suite.
sans vouloir les chasser parce qu'ils ne nous plaisent pas. C'est juste comme ça. Ici, maintenant. Alors, vous pouvez rouvrir doucement les yeux, chercher à conserver cet état de pleine conscience que vous avez peut-être eu. Juste de temps en temps, on est présent et on repart, et on revient, et on repart, etc. C'est vraiment ça, la base de la méditation de pleine conscience. Alors, je vais en profiter pour vous dire très rapidement sur Kabat-Zinn. Kabat-Zinn, Jimena vous en a parlé, il est américain, il est né en 1944. Il enseignait la génétique moléculaire et en même temps le yoga parce qu'il faisait de yoga depuis l'âge de 12 ans. Et c'est lui qui a eu l'idée en 1976, ça revient à il y a longtemps, de se dire qu'il allait proposer aux patients qui avaient des douleurs chroniques à l'hôpital du Massachusetts où il enseignait, d'apprendre les techniques de la méditation qu'il utilisait lui-même puisqu'il pratiquait le zen par ailleurs depuis l'âge de 20 ans. Ils fondent en 1980 le premier programme MBSR à la clinique du stress de l'hôpital du Massachusetts, 1993 le MBCT pour les dépressions, et puis ça se développe beaucoup en France, uniquement à partir des années 2000, avec David Servan-Schreiber, Thierry Janssen, Christophe André bien entendu, et Mathieu Ricard. Pourquoi Mathieu Ricard qui est tibétain alors que je vous dis que c'est purement laïque? Tout bêtement parce que Mathieu Ricard, vous le savez probablement, a aussi un passé de biologiste et un doctorat de biologie, et donc ensemble, ils ont fait l'Institute for Life qui s'occupe de toutes les études sur les impacts de la méditation. J'en arrive à ma douleur et à nos douleurs. Donc, c'est Kabat-Zinn qui, dans les premiers, a fait tout de suite des études. C'est ça qui l'a rendu célèbre, c'est qu'il a tout de suite voulu adosser la pratique de la pleine conscience à des études scientifiques. Donc, je vous montre juste l'une des études qui, pour moi, est la plus parlante. Comment la pleine conscience de Kabat-Zinn peut réduire le ressenti d'une douleur sur une échelle de 0 à 10. Et on s'aperçoit encore aujourd'hui, quand on fait le test, qu'on peut avoir une réduction jusqu'à 50% chez des sujets qui n'ont pas médité avant, qui sont vraiment des débutants. Chez les méditants aguerris, ça peut aller jusqu'à 80-90%. Le ressenti subjectif. Je ne parle pas de la réalité de la douleur. Ça s'explique assez simplement. Vous prenez un sujet témoin qui est ici, vous prenez le sujet qui médite, on envoie aux deux un courant électrique qui va donner une douleur. Les parties en rouge, et donc les parties toujours en IRM qui sont surexcitées, suractives, et les parties bleues, les parties sous-actives. Donc de quoi on s'aperçoit? Que la partie qui permet la régulation de la douleur, en rouge, elle est très peu active chez le sujet témoin, et elle est beaucoup plus active chez le sujet méditant qui a appris à prendre de la distance, recadrer, etc. Alors qu'à l'inverse, la partie qui dit « aïe, ça fait mal » dans le cerveau, elle est suractive chez le sujet témoin, et elle est beaucoup plus inactive, voire quasiment disparue, chez le sujet méditant. Donc il n'y a aucun mystère dans la manière dont la pleine conscience fonctionne sur la douleur. Ça ne retire pas l'objectivité de la douleur, c'est simplement un jeu de bascule dans le cerveau où j'apprends à ce que la partie du cerveau qui est capable de gérer la douleur est beaucoup plus active, beaucoup plus rapidement, et ma partie du cerveau qui fait « aïe, ça fait mal » est beaucoup plus minorée parce qu'avec la méditation, elle a un seuil moindre, bien entendu, de sensibilité. Voilà, ça c'est comme ça qu'on peut expliquer de manière rapide et schématique à l'une de ces études. Les électroencéphalogrammes montrent aussi qu'il y a une augmentation des ondes gamma, alpha, theta, qui sont les ondes de la relaxation. Même si en pleine conscience on ne cherche pas du tout de la relaxation, ça va avoir ses effets. Je passe rapidement en IRM, on montre aussi que toutes les aires, effectivement en rouge, ce sont les aires qui permettent d'avoir une meilleure perception introceptive de ses muscles, de ses viscères, de son corps, et que les zones sous-activées, comme par hasard, ce sont les aires de Broca et Wernicke, qui sont les aires du langage, du stockage des mots et tout. Donc vraiment, ça permet de montrer qu'on va avoir une diminution du mental, un retour aux sensations corporelles, à l'intelligence émotionnelle, pour comprendre qu'est-ce qui se passe en dessous de ces sensations physiques, bien entendu. Celle-là, je vais simplement lire le haut. La souffrance et l'inconfort liés à la douleur peuvent être réduits de 57%. Alors,
Dans l'article sur les douleurs, je mets les références des articles, bien entendu. Là, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais vous les aurez dans l'article qui sera dans la douleur, dans la revue. La pleine conscience améliore l'humeur et la qualité de vie dans les affections et les douleurs chroniques, notamment la fibromyalgie, les douleurs du dos, l'intestin irritable, la sclérose en plaques, le cancer. Et ça peut être un antidote à l'anxiété, au stress, à la dépression, à l'épuisement et à l'irritabilité. Voilà pour les principales, là c'est les références que vous aurez dans l'article. J'en arrive à l'essentiel, l'approche MBPM, cette fameuse approche de la gestion de la douleur par la pleine conscience, pour vous dire d'où elle vient. Donc on ne la pratique en France que depuis 1 an et demi, 2 ans, on est vraiment dans les précurseurs à la Pitié-Salpêtrière de le faire, et les instructeurs MBSR comme moi, je pratiquais depuis 10 ans, ne sont formés que depuis 1 an. Donc moi, ça fait un an, 2 ans, puisque ça fait 1 an et demi que je pratique. Mais Vimalaya, elle a fondé ce programme il y a déjà 20 ans, en Angleterre, 15-20 ans. Mais c'est le temps moyen pour qu'une idée passe de l'Angleterre à la France, avec le Channel. Donc elle a un accident de voiture en 77 à 23 ans, un grave accident de voiture le 1er janvier, et elle a une clavicule écrasée, le cou du lapin, la colonne vertébrale fracturée, puis elle aura une paralysie de la vessie, des douleurs épuisantes, et ça met fin à sa vie professionnelle. Elle va s'en sortir un jour, elle commence à méditer avec les méditations de Kabat-Zinn, et un jour où elle a une douleur extrêmement violente contre laquelle elle ne peut rien, elle entend les injonctions dont je vous parlais au début, dont elle ne peut plus, elle non plus, supporte, t'as pas le choix, et je ne peux pas. Et ça tourne en boucle dans sa tête, et soudain, la solution, elle se dit, elle entend dans sa tête, traverse ce moment, juste là, est-ce que tu peux, juste actuellement. Et la tension se relâche, elle a une expérience, je peux gérer au moins ce moment. Juste au moment présent, est-ce que je peux? Plutôt que de partir, je ne peux pas, ça ne va pas être possible, ça va être de pire en pire, etc. Juste ici, maintenant. Elle va rechuter en 97, elle est avec une paraplégie partielle, un fauteuil roulant, une colonne vertébrale métallique, et en travaillant avec Kabat-Zinn, elle crée BreathWorks, c'est le programme MBPM. MBPM, ça veut dire Mindfulness Based on Pain Reduction, programme de réduction du stress par la pleine conscience pour les douleurs chroniques entre 2000 et 2004. Je vais vous mettre juste une minute. Alors malheureusement le son, je ne sais pas pourquoi, n'est pas passé, mais vous avez les sous-titres si ça part. Voilà, je vis avec une douleur chronique depuis 1976, date à laquelle je me suis blessé avec un accident de voiture. Puis j'ai eu un accident de voiture plus tard encore, 3 interventions chirurgicales majeures. Les douleurs sont constantes, assez sévères. La plupart du temps, j'ai une paraplégie partielle, donc j'ai un arc paralysé, la vessie paralysée, une mobilité très faible et bien sûr la dégénérescence normale qui vient avec l'âge, les problèmes articulaires et ainsi de suite. Au départ, j'étais juste dans le déni dont on parlait, j'ai prétendu qu'il n'y avait rien. J'étais en colère contre mon corps, je poussais mon corps, et puis finalement j'ai eu une crise environ 10 ans après ma blessure d'origine, et j'ai commencé à apprendre à travailler avec mon corps plutôt que combattre mon corps, et m'orienter davantage vers l'acceptation de ma situation. Et je disais, maintenant que j'ai une très bonne qualité de vie, j'ai une vie très riche, et j'aime dire que je sens que je m'épanouis maintenant. J'ai toujours de la douleur, mais je ne suis plus dominé par elle, et dans un sens, je me suis lié d'amitié avec elle. Et j'ai une bonne vie. Bon, je vais arrêter là. Mais je trouve que l'expérience est vraiment frappante, et quand on entend sa voix, elle est vraiment pleine d'émotions et de travail sur elle. C'est vraiment un très bel exemple de ce qu'elle a pu faire comme travail sur elle pour intégrer la douleur et puis pour arriver à retrouver. J'ai été formé, entre autres, par elle. Et pour vous dire, elle a une telle paralysie et de telles douleurs que toutes les 10 minutes, elle est obligée de se lever de son fauteuil roulant, de bouger un peu, et puis elle reprend après. Mais elle tient comme ça une journée entière, alors qu'elle ne peut pas rester assise plus que 10 minutes. Mais elle a appris à repérer les signes qui font que la crise est en train d'arriver, à réagir, elle nous prévient avant qu'elle va se lever, qu'elle va faire des mouvements, et puis elle peut recontinuer. Voilà. Donc moi je trouve que c'est un joli exemple. Et aujourd'hui, vous avez depuis 2 semaines
son livre qui vient de sortir en français, qui est la base du programme MBPM, Soulager la douleur avec la pleine conscience. Il est en botte à la librairie du Furet, avec également un autre livre de moi, donc vous pouvez retrouver tout ça. Voilà, la base du programme MBPM, c'est quoi? C'est un cercle, là. Je vous donne simplement les grands principes, après je vais développer quelques aspects. À la base, on essaye d'établir la conscience corporelle de base, le scan corporel, l'ancrage de la respiration. Vraiment, ce qui est spécifique et anti-intuitif, c'est que d'emblée, on leur demande de se tourner vers ce qui est désagréable, de se tourner vers leur douleur. Et au début, c'est pas facile. Personne n'a envie de regarder sa douleur. Donc on leur apprend à se tourner avec compassion. C'est pas avec un regard scientifique froid. C'est d'essayer d'être bienveillant avec eux-mêmes et de se dire « Ok, je peux être juste bienveillante avec moi et essayer de mieux comprendre ma douleur. » Donc avec du cœur, avec une autre approche. Ce n'est qu'après 3-4 séances qui sont vraiment dédiées à apprendre à mieux connaître sa douleur qu'on va les inciter à se tourner vers les plaisirs. Et leur apprendre que même quand elles ont des douleurs, elles peuvent avoir des plaisirs. Même si j'ai très mal là, je peux avoir la sensation de l'air frais sur le nez qui est agréable. Mais ça, ce qui est très intéressant dans les groupes, c'est que quand on arrive à la séance 4 sur la recherche des plaisirs, elles nous disent heureusement que vous ne l'avez pas fait à la première séance parce qu'on vous aurait jeté. On vous aurait dit mais arrêtez de nous dire de chercher des plaisirs alors qu'on n'est que douleur. Donc il faut commencer par vraiment se confronter à sa douleur, apprendre à ne pas être que sa douleur, et après du coup on les libère pour qu'elles puissent apprendre à tiens oui c'est vrai que j'ai des plaisirs aussi, si je ne suis pas que ma douleur, etc. Voilà, après on leur apprend également à développer ce regard vaste de la méditation, c'est-à-dire à ne pas être que focalisé, mais à adopter un regard large pour gagner en perspective, pour recadrer ma douleur, ok elle est là, mais j'ai un corps plus vaste et je suis relié à l'univers, etc. Du coup, on leur apprend aussi à découvrir, et ça les groupes de parole sont très forts dans la méthode, qu'ils ont une même expérience de la douleur. Et ça, la moitié presque dit Rimena, mais je suis d'accord avec elle, ou le tiers ou la moitié de la réussite du programme, c'est que vous avez 10 personnes qui se retrouvent ensemble et qui parlent de leur douleur et qui s'aperçoivent que la personne en face d'elle a les mêmes douleurs et que tout le groupe a des douleurs partout différentes et que tous ont cette impression d'être pas entendus ni par leurs proches, ni par personne, etc. Et ça a un bien absolument, ça c'est déjà l'essentiel. Et donc ils découvrent ce qu'on appelle dans le programme MBPM leur humanité commune. Et après, bien entendu, on les invite à comprendre que s'il n'y a pas que ces 10 personnes dans la salle, il y a toute l'humanité qui souffre. Il y a plein de gens qui souffrent à des degrés différents. Et ce partage d'une humanité commune, ça permet de se sentir connecté aux autres. Et ça, c'est une valeur fondamentale. C'est non pas rester dans l'isolement de ma douleur, mais retrouver la connexion aux autres et au monde. Et là, entre guillemets, c'est gagné. Elles peuvent retrouver une vie, même si elles ont leur douleur, même si les personnes continuent à souffrir, etc. Voilà, c'est un peu le challenge de la manière dont est articulé le programme. Et à la fin, bien entendu, de choisir de répondre plutôt que de réagir, et de choisir une vie où elles sont capables d'intégrer leur douleur. Alors, je vous ai mis quelques petits slides pour vous montrer ce sur quoi on travaille. Hein. Alors oui, juste avant ça, la différence, je ne l'ai pas mis dans les diapos, la différence avec le MBSR que certains doivent connaître, c'est que c'est un programme vraiment très adapté aux personnes souffrantes. Donc il va y avoir plusieurs spécificités. Dans le MBSR, les méditations, c'est 45 minutes. C'est impossible à faire avec quelqu'un qui, comme Vimalaya, toutes les 10 minutes n'en peut plus. Donc les méditations ne durent jamais plus que 5 ou 10 minutes. Ensuite, en méditation, comme là je vous ai invité, on demande vraiment d'être le plus possible immobile, etc. La consigne bienveillante dans les programmes MBPM, c'est vous prenez ce qui vous correspond le mieux. Quand je fais le cours avec Rimena, il y en a qui s'allongent sur un tapis, il y en a d'autres qui s'assoient contre le mur, il y en a qui se mettent debout. Et la consigne, c'est dès que vous sentez que quelque chose va vous faire du bien, n'hésitez pas à le faire. Ne luttez pas, justement, puisqu'on apprend à ne pas lutter contre les choses. Adaptez, c'est vous-même qui adaptez. Et ça, elles ont un bien-être du coup qui est vraiment important. Donc ça, c'est la deuxième différence, ça c'est la durée. Et puis, il va y avoir des techniques et beaucoup de sous-groupes de travail, bien entendu, et puis un journal sur lequel je vais venir.
Donc la première chose qu'on leur apprend, c'est de faire la différence entre les deux flèches de la douleur. La douleur physique primaire, elle est une évidence. J'ai mal dans le dos, je sais que j'ai une pointe dans le dos, c'est là. Par contre, c'est comme si on s'était fait tirer sur une flèche dans les textes canoniques. Par contre, nos réactions mentales et émotionnelles, elles projettent tout de suite une seconde flèche. Mon cerveau, dès que j'ai mal, il envoie une deuxième flèche sur la première. Attention, c'est ta souffrance, c'est ta maladie qui recommence. Si c'est comme ça, tu ne vas pas pouvoir aller jusqu'à la fin de cet exposé. Demain, il va falloir que tu vois le médecin. C'est vraiment... ça, c'est la deuxième flèche. Ben, tout le programme, c'est d'apprendre que je ne peux rien contre la première, pour le moment en tout cas, peut-être que ça pourra évoluer. Ici et maintenant, je ne peux rien contre la première, mais je peux agir sur la deuxième. Et si je retire la deuxième flèche de la souffrance mentale, et non pas de la douleur physique, je suis considérablement allongé. Je suis considérablement allégé et allongé. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Il y a un exercice tout bête, si vous voulez que je vais vous dire en 2 mots. On prend une participante, parce que c'est très physique et avec des jeux de rôle. Donc on prend une participante, on lui demande de décortiquer la douleur, toutes les pensées qui viennent dessus. À chaque fois qu'elle va dire une nouvelle pensée, on lui met un coussin sur les genoux. Et puis, du coup, après 1 minute, elle a 5 ou 6 coussins. On lui demande comment elle se sent avec ses coussins, si elle peut bouger, si elle peut... non, elle ne peut pas tellement, etc. Alors qu'avant, elle pouvait bouger. Du coup, on lui invite à retirer un coussin en nommant ce que c'était. Mais pas le jeter. Alors là, au début, elle le jette. Non, juste tu prends conscience, tu le poses doucement, tu t'allèges. Puis tu fais pareil avec le deuxième. Quand elle arrive avec le premier, c'est sa douleur physique. Comment tu es avec elle? Elle est un peu plus légère malgré tout, mais elle est toujours là. Ça apprend juste à recadrer, à relativiser, à retirer les coussins. Et d'ailleurs, les participantes, Rimina pourrait témoigner, ils disent « Ah bah ouais, j'ai retiré des coussins là ». Après, quand ils retirent leurs pensées supplémentaires. Voilà, donc ça c'est la base. Pourquoi tout ça? Pour apprendre que les pensées ne sont pas des faits. Ne pas croire que quand je pense quelque chose, c'est une réalité. Et que mes pensées négatives, toutes les pensées qui se rajoutent, alors on leur apprend bien entendu que si j'ai toutes ces pensées, c'est pas que je délire, c'est que mon système, c'est un système d'alarme. Mon corps et mon cerveau, c'est un système d'alarme. Donc dès que quelque chose ne va pas, tac, j'envoie des messages, et les messages sont bien entendu catastrophisants pour que je puisse réagir. Je ne suis pas obligé de croire le degré catastrophique que mon cerveau décode. Donc les états d'humeur négatifs, les pensées, diminuent notre capacité d'entrer en relation avec notre expérience, bien entendu. Donc petit à petit, on les amène à découvrir qu'il y a un biais de négativité, comme on appelle ça, et que l'évolution nous a dotés d'un biais de négativité, justement à cause de ce que je vous ai dit, parce qu'il faut toujours être en alerte face aux dangers possibles. Donc toujours, c'est le petit truc amusant, regarde, et puis là, il n'y a que des choses bonnes, et mon cerveau, il fait « pas maintenant, vous ne voyez pas que je suis occupé ?» Il regarde bien entendu la seule petite boule qui est négative. Ça, c'est notre biais de négativité. On est tout le temps porté à regarder ce qui ne va pas. Quand on a mal, on découvre aussi, on leur fait découvrir avec la respiration, dès que j'ai mal, je me crispe et j'ai une rétention du souffle. Il y a un truc tout bête, c'est d'apprendre que quand je sens une crispation dans mon corps, je relâche les muscles. J'essaye d'avoir un souffle plus fluide pour décrisper. Donc ça aussi, c'est dans des techniques qu'on peut leur apprendre, décrisper tous les endroits où on sent que ça se crispe. On revient au corps respirant avec les diaphragmes. Bon, ça, je vous ai fait un petit exercice, mais il y a vraiment tout un travail sur la respiration qu'on appelle naturelle avec les 3 ou les 5 diaphragmes, de façon à sentir la respiration dans tout le corps qui vous masse véritablement de l'intérieur. Comme dans la méditation, vous avez la respiration, vous avez le diaphragme qui s'abaisse, vous avez le ventre qui se gonfle, vous avez même un mouvement du torse vers l'avant à l'inspiration, puis vers l'arrière à l'expiration. Vous avez au niveau du périnée également, au niveau de la gorge et au-dessus. Tout ça, ils apprennent à prendre conscience de tous ces mouvements de la respiration. Et du coup, ça a vraiment un effet de se faire bercer par ce mouvement du souffle à l'intérieur du corps, qui vient atténuer la douleur ponctuelle qui est juste à un endroit précis. Ça, c'est un petit peu la technique spécifique du MBPM. On leur apprend aussi, avec les neurosciences, un petit peu à décoder les principaux systèmes de régulation des émotions. C'est-à-dire que essentiellement, on leur apprend que quand on a mal, on est dans les 2 cercles rouges et orange.
Je sens une menace, je vais tout de suite avoir envie de lutter ou de fuir ou de me replier, c'est l'adrénaline et la cortisol qui sont tout de suite mobilisés. La plupart du temps, je vais du coup avoir envie tout de suite de faire une action. J'ai une pulsion pour m'en sortir, hein, avec la dopamine qui fait que je vais le faire de plus en plus. Et quand on est douloureux, très souvent, on va pas cesser d'activer ces deux cercles. Mais on leur apprend qu'il n'y a pas que ces deux cercles, il y a un troisième cercle, heureusement, l'apaisement, le contentement, le fait d'être connecté. Et là, ce sont, avec les études de Mathieu Ricard et les études scientifiques, l'ocytocine, les endorphines qui sont beaucoup plus mobilisées. Ben, tout le programme, ça consiste à prendre conscience que instinctivement je suis dans les deux cercles-là et que je peux apprendre à développer le cercle vert avec du calme, de la connexion, des pauses pour se retrouver dans cette zone et ne pas être pris dans le cercle vicieux. Autre chose, on leur apprend, alors il y a une technique très intéressante, je trouve, c'est le journal de vie avec ses douleurs. C'est-à-dire que pendant une semaine, ils vont noter vraiment chaque jour, heure par heure, toutes les activités qu'ils ont, la durée de l'activité qu'ils auront faite et à quel moment précis la douleur s'est réveillée. Et à la fin, est-ce qu'ils ont plus de douleur ou moins de douleur? C'est un journal de vie, un pacing, on appelle ça en anglais. Et donc, ça va leur apprendre petit à petit qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec leur douleur. C'est comme ça que Vidya Bala a compris qu'au début, elle pouvait, la douleur se réveillait à 10 minutes et à 15 minutes, elle n'en pouvait plus. Donc, elle a mis sa barre à 10 minutes et puis à 10 minutes, elle se lève. Et petit à petit, elle a appris à gérer sa limite. Maintenant, elle peut faire 15 minutes. Etc. Donc tout ça, c'est un apprentissage de comment je peux gérer ma douleur avec des seuils de douleur, aller plus loin, etc. Pourquoi? Essentiellement pour éviter ces montagnes russes qui sont ici, c'est-à-dire, et ça elle s'y retrouve toujours hein, avec cette diapo, quand la spécificité des gens qui ont des douleurs, c'est qu'ils commencent à se sentir mieux à un moment donné. Donc ils vont en profiter pour essayer de rattraper le temps perdu. Et ils vont avoir une hyperactivité. Ils vont faire de plus en plus d'activités avec des hauts. Et bien entendu, c'est inéluctable, la douleur va monter en flèche. Du coup, ils vont diminuer leur activité. Et du coup, ils vont rester sous la couette, ils vont rien faire pendant un certain temps, c'est la sous-activité. Et ça recommence. J'ai un petit moment où je me sens mieux, j'en profite pour rattraper tout ce que je n'ai pas fait, je suis en hyperactivité, la douleur monte et je redeviens. C'est les montagnes russes de la douleur. Ben, c'est ça que le journal de vie essaye d'apprendre aux gens à repérer le moment où ils sont en train de rentrer dans la montagne russe pour ne pas rentrer dedans. Et chacun va le faire à sa manière. Apprendre l'effort juste et équilibré, ce qui est illustré par cette diapo. Trop d'efforts, ben, ça va réveiller la douleur. Pas assez d'efforts, c'est de l'insouciance, ben, je vais me casser la figure aussi. Juste essayer de trouver cet effort juste entre insouciance et excès. Et ça, ils ont 3 semaines, une fois qu'ils ont fait leur journal de bord, pour essayer petit à petit, chacun à sa manière. Ce n'est pas des réponses universelles, c'est chacun le fait comme il peut. Voilà, donc ça c'était le mode d'emploi du pacing, je passe. Le but c'est de retrouver la fluidité impermanente de la vie, la fluidité des sensations, des émotions, des pensées, l'impermanence. Quand on n'est que douleur, on a l'impression que la douleur c'est un gros bloc dans mon dos, ou c'est un gros bloc dans la jambe si vous avez mal à la jambe ou quoi que ce soit. Le simple fait d'apprendre que la douleur, elle a des pics, elle a des hauts, elle a des bas, je peux me mettre un peu à distance d'elle, je peux ne pas être mangé par elle. Bah, du coup, je sens que ça fluctue. Et du coup, je suis plus à même de sentir ce qu'on appelle l'impermanence de la vie. Et le fait que ça change de toute façon. C'était Christophe André hein, qui disait que dans son cabinet à Sainte-Anne, il recevait des patients qui leur disaient leur dépression, ils étaient que leur dépression. Et dans un interview, il a dit, moi, je ne peux pas m'empêcher, comme psychiatre, de me dire, d'avoir envie de leur dire, mais en fait, là, vous vivez. Vous n'êtes pas que votre dépression. Mais on ne s'en aperçoit pas quand on est scotché par sa douleur ou par sa dépression, c'est pareil. Donc, retrouver cette fluidité de la vie, retrouver ces mouvements de la vie. Je vis, je suis en vie, tout simplement. Et je peux avoir des plaisirs, je peux avoir des moments plus durs, et je peux les intégrer. Oui, donc je vous disais, je ne dis jamais moi le mot accepter, parce qu'elles ont... on leur a tellement dit accepter votre douleur qu'elles n'en peuvent plus. Et d'ailleurs, elles le disent violemment, parfois dans le coup. Donc moi, j'ai remplacé par intégrer. Intégrer la douleur dans votre vie. Plutôt que cette injonction, vous devez l'accepter. Et ça passe beaucoup mieux, j'ai l'impression, quand on dit comme ça. Voilà.
Bien entendu, tout ça, ça veut dire qu'on développe en même temps, qu'on les invite à développer de la compassion pour leur propre souffrance, de la bienveillance, qui va les réconcilier avec la vie. C'est apprendre à cultiver l'équanimité, c'est-à-dire l'égalité d'âme face aux joies et aux douleurs, d'intégrer les deux, et de retrouver qu'on a une connexion et une humanité commune, et qu'il n'y a pas que moi qui souffre, qu'il y a plein de gens qui souffrent dans le monde, même si ce n'est pas de douleur. Voilà. Ça, c'était un petit peu pour vous présenter schématiquement un petit peu plus de choses concrètes sur le programme. Dans les 3 dernières minutes, témoignages et études, je vais vous faire un témoignage. Bon, les études, vous les aurez aussi dans mon article sur la douleur, hein, donc je passerai rapidement. Et là, je vais vous mettre un petit témoignage de 3 participantes, 1 an après le programme. Donc, elles ont fait le programme de 8 semaines. Et puis, toutes les 2 semaines à peu près, ou tous les mois, il y a une réunion de soutien qu'elles ont demandé. C'est elles-mêmes qui ont écrit à la direction du centre antidouleur de la Pitié-Salpêtrière en demandant, exigeant d'avoir des groupes de soutien pour pouvoir entretenir leur pratique. Et donc, on fait ça depuis 1 an et demi, c'est vraiment très chouette. Et je vais vous montrer 3 petits témoignages, chacun d'1 minute, hein, donc ça ne va pas vous prendre trop de temps. Là, c'est le petit groupe de soutien qui se fait après la session. Et ça va faire 1 an maintenant, donc si tu peux juste d'abord faire une petite météo intérieure, comme on a l'habitude. Alors, la petite météo intérieure, aujourd'hui je suis plutôt positive et enthousiaste, avec toujours des douleurs au pied, mais le problème des douleurs chroniques, c'est qu'on a tellement mal, tellement tout le temps, qu'on finit par se focaliser sur la douleur ou les douleurs, alors que les séances de méditation de pleine conscience permettent justement de trouver un petit peu d'objectivité, de retrouver aussi du plaisir dans son corps, malgré la douleur. Pour moi, ça a été presque un sauvetage. Vraiment. La grande session, elle a été importante pour moi parce qu'elle m'a révélé une colère énorme que j'avais à moi, mais énorme, qui me submergeait totalement et dont je n'avais pas très conscience. J'étais en colère contre la douleur, contre l'accident que j'avais eu, contre les suites, contre cette maladie dont on disait c'est un mystère, on ne peut rien faire. J'étais en colère contre tout ça, mais contre moi, quoi, surtout, je pense. Donc ça, au moins j'en ai pris conscience et je pense que j'ai aplani, parce que c'est sorti. J'étais venue, j'ai encore beaucoup de douleurs, donc la méditation m'a permis de limiter les pensées secondaires dont je n'avais absolument pas conscience. Et ça, en soi, c'est quand même extraordinaire. La douleur, c'est une chose. Malheureusement, dans mon cas, je ne peux pas grand-chose. Mais les pensées qui viennent derrière sont encore plus emprisonnantes. Et retirent la vie. Je me rends compte de ces pensées qui viennent. Et grâce à la méditation, ça me permet d'en retirer un certain nombre. Et puis s'il y avait pas mal de pensées un peu sombres, un petit peu forme de dépression, la méditation aide beaucoup aussi sur tout ce qui est stress et pensées sombres. Ça m'apporte beaucoup. Et aussi, troisième effet du stress, ça m'apporte un relation aux autres. Voilà, ces 3 témoignages. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que chacun va être spécifiquement, va retenir quelque chose de spécifique. La première, c'est les 2 flèches de la douleur. La deuxième, c'est vraiment d'intégrer la colère qu'elle avait en elle et puis de travailler sur ça. Et la troisième, ça va être effectivement elle l'a très bien mimé, elle avait vraiment une expression corporelle. Dans la douleur, elle est totalement repliée et puis elle apprend petit à petit à se redéplier, à retrouver le lien aux autres, à la vie et tout. Et c'est tout ce que je leur souhaite. Et c'est vraiment très gratifiant de faire des groupes où au début, vous voyez des gens qui ne sont que douleur. Hein. C'est terrifiant au niveau de l'empathie. Et petit à petit, qui s'ouvrent et qui s'aperçoivent qu'ils peuvent vivre. Mais je ne retire rien à leur douleur, on n'est pas des charlatans. Ils ont toujours aussi mal. Simplement, ils
l'intégrer, ils peuvent avoir un regard plus vaste, ils ne sont pas que leur douleur malgré tout. Voilà. Et bon, les études sur l'impact sur la douleur, je vais vous lire que le résumé. Alors actuellement, là, ce sont que les études sur le MBPM. Donc parce qu'il y en a à peu près 800 sur le MBSR. Sur le MBPM, il y a une douzaine d'études scientifiques. Je vous les ai mises à droite, vous les aurez dans l'article. À gauche, je vous montre simplement ce qui ressort le plus fréquemment. Donc il y a des améliorations significatives dans ces 12 études sur le degré ressenti de la douleur, sur sa capacité à l'autogérer, sur son interférence moindre dans la vie du patient, qui arrive à l'intégrer dans sa vie, sur la diminution de ce qu'on appelle la catastrophisation de la douleur et des pensées secondaires, des ruminations dépressives, diminution de la fatigue également, de la détresse émotionnelle dans lesquelles la douleur plonge les participants, amélioration de leur qualité de vie, de leur bien-être, de leur sommeil, de leur vitalité, du degré de présence aux autres, et avec un développement des items d'autocompassion. Moi-même, je n'ai pas mis là parce qu'il n'y a que sur une dizaine de personnes que j'ai les résultats, mais à chaque fois avec Rimina, on fait des avant-après, avec les échelles de catastrophisation de la douleur, des échelles de qualité de vie, et vraiment, j'avais 90% des réponses où il y avait une amélioration de plus de 50% à chaque fois des résultats. Mais ça, bon, il faudra que j'ai un nombre suffisant après, un nombre de groupes suffisant pour en faire une véritable étude. Voilà, merci pour votre attention. Et juste avant, je vais vous mettre, alors j'espère qu'à l'audio ils vont le mettre plus fort, une petite chanson de circonstance de Camille. Laisse-moi te renverser, je prends ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte à se débattre, mais non résistera pas, je vais bloquer l'ascenseur. Je vais prendre ta douleur. Ça débiteur, je prends ta douleur. Voilà, je vous remercie.